Depuis le 2 septembre 2019, l'administration gabonaise est en plein audit. Ce recensement des agents publics vise entre autres à maîtriser la masse salariale de la fonction publique. Madame, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24 pour parler de ce nouveau recensement des agents publics. Je reçois Madame Habiba Issa, épouse Yanga. Madame Habiba, bienvenue sur Gabon 24. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la fonction publique, c'est bien cela? Bien sûr. Madame Habiba, pour commencer, pourquoi organiser ce énième recensement des agents publics? Alors, il faut dire que ce n'est pas un énième recensement. Nous avons fait un recensement en 2010, un recensement biométrique. Aujourd'hui, nous faisons à nouveau un recensement biométrique à peu près 10 ans plus tard. L'année dernière, c'était un contrôle physique de présence. L'année d'avant, en 2016, c'était aussi un contrôle de présence. Donc voilà, nous sommes aujourd'hui 10 ans après un autre recensement biométrique. D'accord. Et quels sont les objectifs visés par ce recensement-là? Est-ce que ce sont les mêmes 10 ans après ou un an après pour parler de celui qui a eu lieu en 2018? Alors, l'un des premiers objectifs de ce recensement, c'est d'abord de fiabiliser nos données, nos bases de données. Nous avons donc des chiffres qui ne sont pas souvent, qui peuvent ne pas être réels, hein. Parce qu'en tenant compte donc des agents publics par administration, donc on a décidé de voir où on en était sur les chiffres, avoir des chiffres exacts d'abord. Ensuite, on veut aussi, par cette occasion, améliorer l'employabilité des agents publics. Si on sait combien nous sommes, et derrière on recherche aussi qui sommes-nous, derrière combien nous sommes, on va pouvoir mettre des outils modernes pour la gestion des agents publics. On aura l'occasion de revenir sur ces questions de masse salariale, de fichiers, d'harmonisation de fichiers, mais peut-être commencer par nous dire comment ce recensement a-t-il débuté, comment se passe-t-il concrètement, quels sont les sites retenus, est-ce qu'il y a eu une réponse positive de la part des fonctionnaires? Alors, le recensement commence avec la décision prise en Conseil des ministres le 29 mars 2019. À la suite de cette décision, donc, le ministère de la fonction, en charge de la fonction publique, a donc commencé un travail de réflexion sur la faisabilité de ce recensement-là. Nous avons par la suite fait une demande auprès de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Nous avons obtenu un avis favorable. À la suite de cela, nous avons pu obtenir donc un décret, le décret portant recensement biométrique de toute personne émargeant au budget de l'État. Et nous avons alors commencé des réunions avec les responsables d'administration. À l'occasion, nous avons invité les partenaires sociaux avec qui nous avons échangé. Parce que ce recensement, cette opération se veut donc inclusive. Et nous sommes servis donc de nos erreurs du passé, hein, il faut le dire, pour pouvoir donc rectifier le tir. Nous impliquons tout le monde, toutes les administrations. Les administrations sont elles-mêmes responsables de la bonne tenue du recensement dans leur structure. C'est-à-dire que c'est au niveau des ministères que les agents se font recenser. Exactement. Maintenant, le recensement va se passer in situ. Ça veut dire que l'outil qui vous enrôle viendra dans votre administration pour vous faire enrôler. Et est-ce qu'il y a un calendrier par administration ou bien c'est de façon consécutive que se passe le recensement au niveau des affaires sociales, des affaires étrangères? Ce sera quelque chose qui se fera parallèlement, c'est-à-dire ça commencera partout au même moment. En ce qui concerne l'estuaire, bien sûr, nous avons un décalage d'une semaine pour l'intérieur du pays et nous avons un autre dispositif qui est mis en place pour les agents publics qui sont régulièrement à l'extérieur du pays. Il faut dire aussi que dans le cadre de ce recensement, nous avons demandé aux administrations pour ne pas que nous nous retrouvons donc avec des situations, on va dire comme ça, d'Angondje 2018, hein, oui, où nous avons beaucoup d'agents qui venaient donc et qui avaient du mal à se retrouver. Cette fois-ci, nous avons demandé aux administrations d'elles-mêmes de donc concevoir des listes de passage. Il s'agit de recevoir par jour, pendant 14 jours, 40 agents. Donc,
vous avez 40 agents par jour et les kits qui sont mis à disposition enrôlent environ 500 agents en 14 jours. Donc, ça veut dire que ce sera en principe, ça se passera dans le calme. Vous ne viendrez que suivant donc, la programmation qui est faite et en principe dans de bonnes conditions. Alors on ose l'imaginer, mais on aimerait déjà savoir, est-ce que les agents devraient apporter des documents, par exemple, ou bien il suffirait de venir comme on se fait enrôler pour l'établissement d'une carte d'identité? Alors concrètement, nous avons plusieurs phases. Il y a une phase donc où nous avons distribué aux responsables d'administration les formulaires d'enrôlement, de recensement, qui sont même l'outil principal de notre recensement. Ce sont des formulaires d'enquête. Ces formulaires-là seront remis à la disposition des agents publics dans les jours qui suivent. Et chaque Ils n'ont pas déjà commencé à être mis parce qu'en réalité le recensement il a commencé ou bien il devra... Le recensement a commencé avec sa phase donc de communication parce que la communication, et ça on l'a peut-être pas dit avant, la communication est une exigence même du décret portant recensement biométrique. Donc nous avons commencé avec la phase de communication, nous mettons à disposition les formulaires d'enrôlement. Ces formulaires-là sont remplis par les agents publics, ils les retirent donc auprès de leur responsable hiérarchique ou du DCRH suivant l'organisation interne de chaque administration. Ils la remplissent donc et par la suite, ils sont convoqués au site d'enrôlement pour se faire enrôler. Et pour remplir la fiche, il faut pouvoir apporter donc des pièces justificatives pour chaque information donnée. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Il faut une pièce, la copie de la pièce d'identité, la copie donc de l'acte de naissance, les diplômes au recrutement. Si vous avez une attestation de recrutement ou un arrêté de recrutement, vous fournissez cela aussi. Donc voilà un peu les éléments et une prise de service, bien évidemment. Donc voilà un peu ce que nous demandons. Mais il faut dire pour chaque information donnée, l'agent public doit pouvoir fournir une pièce qui justifie cette information. Alors, vous parliez de toute personne émargeant au budget de l'État concerné par ce recensement. Doit-on comprendre qu'il s'agit également des parlementaires, des fonctionnaires hors hiérarchie? Expliquez un peu. C'est exactement ça. Alors, il y a des fonctionnaires, il y a des contractuels, donc contractuels sous statut local, contractuels hors statut. Nous avons des parlementaires, nous avons donc les membres des cabinets de gouvernement, nous avons les maires qui sont agents publics, nous avons des députés. Mais alors à ce niveau, pour parler par exemple des parlementaires, pour prendre le cas de l'Assemblée nationale par exemple, comment à ce moment-là, eux, ils se font recenser? C'est au niveau de l'Assemblée nationale de s'organiser? Exactement. En fait, pour toute administration, ils s'organisent en interne. Nous mettons à disposition l'outil. D'accord. Avec l'opérateur donc technique qui va se charger pour la prise d'empreintes et la prise de photos. Nous fournissons aussi le formulaire d'enrôlement. Mais tout ce qui est donc déroulement de l'opération, c'est en interne que ça s'organise. Et nous mettons donc des délais pour la réalisation donc de cette mission qui est donc d'une période la phase d'enrôlement commencera en principe à partir de 23 jusqu'au 8, c'est-à-dire 14 jours. Donc là, nous sommes encore dans la phase de communication. La phase de communication et du remplissage des formulaires. D'accord. Donc on commencera du 23 septembre au 8 octobre. Oui, la phase d'enrôlement, mais toutes les autres phases font partie de l'opération. D'accord. Quelles sont les autres phases? Comme je le disais tantôt, il y a donc cette phase de communication qui va durer tout le long de l'opération. Il y a la phase donc du remplissage des formulaires, comme je le disais tantôt, qui est l'outil principal de notre opération. Il y a la phase d'enrôlement et puis il y a la phase technique qui est donc la phase de traitement de ces données-là que nous ferons au ministère de la fonction publique. Et cette phase de traitement de données, combien de temps durera-t-elle? Parce que pour aboutir à maîtriser la masse salariale, puisque c'est l'un des objectifs principaux de ce recensement des agents publics, à quel moment exactement on pourra espérer avoir un fichier uniformisé
une maîtrise de la masse salariale des Alors, agents sur de la l'État. partie, dans le cadre du traitement, nous avons un traitement donc pour avoir des données statistiques. Ça va se faire quelques jours après donc l'enrôlement même. Parce qu'au fur et à mesure, il y a une équipe qui se charge donc de la saisie des données, etc. Donc nous aurons les premiers chiffres, on va dire, quelques jours après l'opération. Pour ce qui est de la phase d'exploitation des données, hein, la phase qualitative, c'est comme ça que nous l'appelons, ça va se faire en principe les semaines qui vont suivre parce qu'il faut tenir compte de toutes les situations. Il faut pouvoir mettre l'agent dans sa position réelle. On entend par là, vous avez un agent qui est malade, qui est absent parce qu'il est malade. Il y a des dispositifs qui sont prévus par la loi qui encadre donc cette position. Oui. Vous avez aussi la situation des agents qui sont mis à disponibilité, c'est-à-dire vous décidez et vous demandez à l'administration donc d'arrêter pour des raisons personnelles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous devez vous faire enrôler, vous devez vous faire recenser. Mais ça aussi, il faut pouvoir avoir des actes qui justifient cette position-là. Donc c'est un peu l'exercice que nous allons faire à la suite donc de l'opération de recensement. Alors, est-ce que cet exercice, on ose bien le croire, qu'il va également s'étendre à l'intérieur du pays? Mais quid des agents, par exemple les enseignants, qui sont dans les coins reculés? Il y a des villages, par exemple, au sud du Gabon, à Mouri-Matiengui, Moulande-Fouala, à Fougamou, etc. Ces agents-là, vers qui ils devraient se tourner? Est-ce qu'il y a forcément des services décentralisés là-bas ou ils devraient revenir vers les capitales provinciales? Alors, nous avons prévu pour l'intérieur du pays d'aller donc, les sites, ce sont les gouvernorats et les préfectures. Ça veut dire que ces agents-là vont soit aller vers les gouvernorats ou les préfectures, suivant donc leur localisation à l'intérieur du pays. Mais là également, est-ce qu'on ne craint pas qu'il y ait une sorte de masse d'agents finalement? Est-ce que ce sera coordonné en fonction des départements ministériels? Oui, c'est toujours une programmation derrière. Déjà, dans notre phase de communication, nous allons aussi vers les gouverneurs et les préfets. Nous allons véhiculer la même information que nous avons véhiculée ici auprès des administrations. Ça veut dire qu'ils vont faire des programmations avec l'aide des directeurs provinciaux des ressources humaines. Ils vont faire des programmations et l'agent ne se présentera que s'il est prévu, s'il est programmé pour ce jour. Alors, Madame le secrétaire général, nous allons faire une petite pause, occasion pour nous de revenir un peu sur le lancement de ce recensement des agents publics. On se retrouve juste derrière. La remise des fiches de recensement aux représentants de différentes administrations publiques est sans nul doute le signe que les choses se précisent du côté de la fonction publique gabonaise. En effet, les fonctionnaires et autres agents de l'État seront amenés à se faire recenser dans les tout prochains jours. Il a été rappelé aux secrétaires généraux, au DCRH et aux responsables de ressources humaines au sein des institutions et autres autorités administratives toutes les modalités pratiques du recensement. Les enregistrements se feront dans chaque administration d'origine. Quelques précisions sont cependant à relever quant aux personnes concernées par ce programme. Il était donc nécessaire pour nous de préciser qu'il s'agit de tout agent public dont la rémunération est traitée par la solde et payée par le Trésor. Qu'il faudrait y inclure donc à l'intérieur les fonctionnaires, les contractuels, les personnels des forces de défense et de sécurité, les magistrats, les greffiers, les hommes politiques, c'est-à-dire en ce sens qu'ils sont élus au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, les responsables des autorités administratives indépendantes et même les responsables des institutions constitutionnelles. Il faut prendre en compte également les personnels en pré-salaire, les personnels de la main-d'œuvre non permanente. Et il faut qu'ils intègrent également les agents qui sont en détachement au sein des établissements publics, des organismes nationaux ou internationaux. Annoncé il y a quelques mois par le gouvernement, ce recensement dont le déroulé va se faire en 3 étapes a pour but premier de faire un dénombrement exact des agents de l'État en sachant plus précisément qui fait quoi et où.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information et c'est nulle part ailleurs que sur Gabon 24. Avec moi sur ce plateau pour parler du recensement biométrique de la fonction publique, Madame Habiba Issa, épouse Yanga. Elle est le secrétaire général de la fonction publique, du ministère de la fonction publique. Alors Madame Habiba, on était sur comment ce recensement se passera-t-il à partir du 23 septembre, vous l'avez précisé, dans sa phase opérationnelle jusqu'au 8 octobre, mais peut-être revenir un peu sur les catégories d'agents concernés. Il y a également certains fonctionnaires qui ont été suspendus, il y a également certains fonctionnaires qui sont dans des situations assez particulières. Qu'est-ce qui est prévu pour ce genre d'agent? Alors, pour l'agent qui est suspendu de solde ou qui est en position de non-activité, il doit pouvoir se faire recenser. Il se rapproche tout simplement de son administration et il se fait recenser. Nous avons la situation des agents publics qui sont aujourd'hui incarcérés. Par exemple. Ceux-là aussi, nous avons obligation de les faire recenser parce qu'ils sont toujours agents publics. Dès l'instant où le dispositif disciplinaire n'est pas engagé. Nous travaillons avec les administrations, mais également avec la sécurité pénitentiaire, qui va nous faciliter en fait l'accès. Et là, c'est vous qui allez vous déplacer vers... Exactement, parce que c'est ce que nous avons prévu aussi pour les agents malades, grabataires qui ne peuvent pas se déplacer. Voilà. Les familles devront venir donner cette information-là aux administrations et ce sera donc à l'administration de nous remonter cette information afin que nous puissions mettre des équipes qui iront en fait... enrôler ces personnes-là. Et à ce niveau-là, j'insiste encore sur ces personnes qui se situent par exemple au niveau des Sandones, c'est dans le nord, au niveau de Logou-Ivindo, ces personnes malades qui seraient peut-être allées vers leur village pour avoir certains soins. Comment les familles, peut-être ne disposant pas de moyens, pourraient revenir vers les capitales provinciales pour apporter ces informations? Comment la fonction publique gérerait-elle tous ces cas-là, au cas où les personnes ne pourraient pas se déplacer finalement? Alors déjà, il faut dire que l'agent public, s'il est malade, il a cette obligation d'informer son administration. Ça veut donc dire que les agents aujourd'hui, les familles, puisque les agents ne peuvent pas se déplacer pour certains, les familles doivent pouvoir faire ce nécessaire-là, d'informer l'administration au départ, afin que l'on puisse déjà savoir que cet agent est absent parce qu'il est malade. Ensuite, une fois que nous avons, nous, cette information, nous allons mettre à contribution les équipes qui iront à l'intérieur du pays. Ça, c'est pour ceux qui sont à l'intérieur du pays, pour aller vers ces agents, se faire enrôler. Ça, nous avons prévu un dispositif pour ça. D'accord. Donc, la fonction publique rassure au niveau de la procédure d'obtention, finalement, de la fiche à remplir et de documents à fournir. Comment la fonction publique s'arrange-t-elle également à alléger cette procédure-là? Alors, le but de ce recensement, le but premier, c'est le dénombrement. Tout agent public doit pouvoir se faire recenser. Et parce que tout agent public doit pouvoir se faire recenser, nous avons, c'est une recommandation et une exigence aussi que nous avons fait à l'endroit des administrations de faciliter l'octroi et l'obtention des visas et signatures du formulaire d'enrôlement. Ça veut dire que si l'agent, il est même absent depuis 10 ans, vous ne le connaissez plus, il se présente et il apporte la preuve qu'il est bien agent de votre département ministériel ou de votre administration, vous devez lui remettre son formulaire et ensuite donc apposer les visas et signatures nécessaires. Pour ce qui est de la phase donc, de sa situation même, sa position peut-être d'abandon de poste, ça va se régler par la suite. Mais d'abord, tout ce que nous voulons, c'est que chaque agent puisse se faire recenser. D'accord. Alors pour ceux de l'extérieur du pays, ceux qui sont en diplomatie et peut-être ceux qui sont aussi en stage, est-ce que ce sera la même procédure à suivre? Alors nous avons demandé pour ces agents, ces personnels-là, nous avons demandé à chaque administration de nous fournir donc la liste des agents, que ce soit des diplomates ou des agents en stage à l'extérieur du pays, la liste des agents avec les motifs et les matricules. Une fois que nous les avons, le traitement il sera fait donc en tenant compte de leur situation à l'extérieur du pays pour éviter effectivement qu'il y ait donc des situations donc de réclamation, de litige par la suite.
Il y a des agents qui sont en situation, je n'ai pas envie de dire irrégulière, mais qui sont en voie de régularisation de leur situation et qui se voient un peu traîner depuis quelques années maintenant. Il y a 1-2 ans, ils ont fini d'être en cours et puis ils ne voient pas leur solde augmenter, etc. Est-ce que ce recensement-là permettrait également de régulariser ce genre de situation? Est-ce qu'à ce niveau-là, ces agents devraient apporter plus de documents à fournir? Alors, déjà, nous sommes, il faut le dire, c'est un recensement biométrique. À côté de ça, là, vous me parlez de la question donc, des régularisations des situations administratives. Voilà. Mais aujourd'hui, nous savons aussi dans le même Conseil des ministres qu'il était question donc, de régulariser la situation administrative des secteurs prioritaires. Et c'est ce que nous sommes, la santé, l'éducation nationale, l'enseignement supérieur. Actuellement, les équipes au niveau de la fonction publique travaillent là-dessus pour la régularisation de ces situations-là. Ça veut donc dire que ces situations-là seront régularisées sans pour autant en fait, que ça n'empiète sur l'opération de recensement. D'accord. Donc, en parlant de régularisation, parce que j'avais également pensé à la question des recrutements. C'est la grande question. Certes, les recrutements ont été bloqués, mais est-ce qu'à l'issue de ce recensement, la fonction publique peut envisager recruter peut-être dans les secteurs prioritaires? Alors, il faut déjà dire, lorsqu'on va faire ce recensement, on va certainement se rendre compte que nous avons des administrations où nous n'avons peut-être pas assez d'agents publics. Par contre, nous allons aussi constater que certainement il y a des administrations où nous avons une surpopulation. Et donc, cet exercice va nous permettre de voir dans quel secteur il faut recruter. Quels sont les secteurs aussi où il faut régulariser, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui va nous permettre donc de moderniser notre gestion aujourd'hui. Ce n'est pas l'outil, mais c'est l'un des outils qui va nous permettre de moderniser notre administration. Une fois on arrive au terme de ce recensement, on se plaint beaucoup du service public de l'État. Comment rendre ce service public plus optimal? Comment faire pour que ce rendement profite finalement à l'État que ce qu'il n'est aujourd'hui? En début, je vous avais dit que l'un des objectifs de ce recensement, c'est améliorer l'employabilité des agents. Les agents aujourd'hui se plaignent des conditions de travail, ils se plaignent de leur situation donc, qui n'avance pas, etc. Une fois qu'on a fait cette opération, nous avons vu où sont les agents, combien ils sont. On va pouvoir mettre en place des mécanismes, des outils donc qui pourront améliorer donc, ces préoccupations, ces situations-là. Et donc, forcément, ça aura un impact sur le rendement de l'agent. Et qu'il y ait un impact sur le rendement de l'agent, ça aura aussi un impact donc, dans le service à l'usager. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui se fait étape par étape. Il faut déjà pouvoir régler la question de combien nous sommes et qui nous sommes, où nous sommes. Ce que nous faisons, c'est important. Et ensuite, on va donc améliorer la situation de l'agent public, sa condition de travail, etc. Et de facto, ça aura un impact sur l'amélioration du service rendu à l'usager. Alors, Madame le secrétaire général, on s'achemine vers la fin de cette émission. Mais avant de conclure, est-ce que ça veut dire que si un agronome, par exemple, se retrouve au ministère des Affaires sociales, une fois le recensement effectué, cet agronome sera renvoyé finalement au ministère de l'Agriculture et vice-versa pour d'autres professions? Est-ce que ça se fera comme ça? Est-ce que l'agent sera consulté avant d'être, pas renvoyé, mais plutôt réorienté vers un autre département ministériel? Oui, il faut que cet agent-là puisse déjà avoir un emploi par rapport à son profil. Parce que vous imaginez bien que la grande question, c'est qu'est-ce que fait un agronome au ministère des Affaires sociales? S'il n'y a pas d'emploi pour ce profil-là, effectivement, on va le réorienter vers une administration où il pourra aisément en fait, pratiquer son métier.
sans problème. Est-ce que c'est en le consultant ou cela se fera mais vous savez, l'agent public est appelé à servir partout au besoin. Se faire ressentir. Voilà. Donc, cet agent public-là, il doit pouvoir effectivement aller vers cette administration si l'administration l'exige ou le demande. Maintenant, s'il ne peut pas, effectivement, bon, il se mettra dans une position un peu compliquée parce que ça veut donc dire qu'il n'aura pas d'emploi, mais un agent public qui n'a pas d'emploi, en fait, ça pose au problème donc de sa place dans l'administration. Donc vous voyez un peu que c'est quelque chose que nous allons regarder avec beaucoup d'attention. Nous n'allons pas faire les choses sans impliquer les administrations concernées et sans impliquer les partenaires sociaux. C'est important pour nous parce que nous voulons que cette opération soit transparente. Donc, ça va se faire effectivement avec l'implication de tout le monde. Merci à vous, Madame Habiba Issa, épouse Yonga. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du ministère de la fonction publique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous sommes revenus sur ce recensement biométrique de la fonction publique. Agent public, vous êtes donc invité à vous rapprocher de vos administrations respectives. La phase opérationnelle de ce recensement aura lieu. Rappelez les dates. Alors, pour l'enrôlement, ça se fera en principe à partir du 23. Du 23 et ça septembre. va durer 14 jours. Mais effectivement, il y a d'abord cette phase-là où l'agent public peut aller retirer son formulaire de recensement auprès de son administration pour la remplir. Merci à vous, Madame Habiba Issa, et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.